Olivier Christian, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cet entretien dans le cadre de la série des entretiens de la chaire Yves Voltramar, chaire dont le titulaire est Jean-François Bayard, que nous remercions. Merci de votre invitation. Merci à vous. À vous. Nous allons faire donc cette interview à deux. Je suis Lucas Hammer, étudiant en sciences politiques à l'IHEID. Enchanté. Et moi, je suis Filippo Bozzini, étudiant aussi à l'IHED, chercheur associé de la chaire. Très bien, enchanté. Très, très content de vous rencontrer tous les deux. Merci à vous. Donc, peut-être une première question pour commencer, pour vous présenter à nos auditeurs. Pourriez-vous nous dire un peu qu'est-ce que vous faites, quelles sont vos approches, quelles sont les thématiques que vous traitez dans vos travaux de recherche? Alors, je suis historien, à l'origine historien, et comme on dit, historien moderniste, ou historien même de la première période moderne, c'est-à-dire surtout 16e, 17e siècle, avec une spécialisation à l'origine sur l'histoire religieuse ou l'anthropologie historique des conflits religieux du 16e, 17e siècle. Donc c'est un peu ça à l'origine, la matrice dans laquelle j'ai été formé, qui est l'histoire des conflits confessionnels en Europe entre le catholicisme et les protestantismes, des fois avec quelques allusions à la confrontation avec les religions amérindiennes ou avec l'islam, l'Empire ottoman, mais ce n'est pas ma spécialité. Ma vraie spécialité, c'est la controverse religieuse au XVIe, XVIIe siècle, ce qui m'a amené petit à petit à traiter des objets qui n'étaient pas considérés comme des objets très importants par la recherche historique. Je ne me suis pas du tout intéressé aux grandes querelles dogmatiques, aux grands conciles, le concile de Trente ou au synode protestant, à cette querelle théologique de très haut volet, de très haute gamme, ou avec les plus grands noms, les grands représentants de la sainteté catholique du XVIe, XVIIe siècle, ou les très grands théologiens. Ce qui m'a intéressé, c'était les conflits du quotidien. Et des questions qui sont, par certains côtés, des questions qui sont encore les nôtres aujourd'hui. À partir du moment où il n'y a plus d'unité religieuse de l'Europe, où dans les mêmes lieux vivent des gens qui ont des convictions religieuses, des pratiques religieuses différentes, comment on pouvait manger, comment on pouvait célébrer son culte, où est-ce qu'on pouvait enterrer ses morts, comment on pouvait décider ensemble. Par exemple, je me suis intéressé aux pratiques de la décision. Est-ce que les gens pouvaient être dans un même métier, par exemple cordonnier ou boucher, ou dans une même ville, ou dans un même village, et décider ensemble, prendre des décisions ensemble? Est-ce qu'on pouvait additionner des voix catholiques et des voix protestantes? Est-ce que ça se valait? Est-ce qu'on pouvait considérer qu'il y avait un bien commun, une raison commune qui pouvait réunir des gens qui avaient des convictions si différentes? Ou est-ce que ces convictions rendaient impossible le désaccord? Et du coup, je me suis intéressé à des questions vraiment triviales. Et plus elles étaient triviales, plus elles me plaisaient d'une certaine façon. Comment on fait la paix au quotidien, comment on vit à côté de ses voisins qui n'ont pas la même religion, comment on se protège contre la nouvelle des grands massacres, par exemple en France, ces massacres très connus qui ont contribué à faire venir des vagues migratoires en Suisse, le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. On nous a dit que c'était des massacres qui avaient touché d'abord Paris, puis une dizaine de villes de province. Et si on fait les dépôts d'archives, on regarde les petites villes où il y avait de la mixité confessionnelle déjà, des habitants des deux confessions, eh bien on s'aperçoit que dans des dizaines et des dizaines de villes, dans l'été 1572, quand la nouvelle des massacres parisiens arrive, 5 000 morts, 10 000 morts, quand la nouvelle de ces massacres arrive, les gens se réunissent sur la place du village et passent entre eux une espèce de contrat devant notaire, de contrat d'amitié, où ils se promettent de ne pas se massacrer. Et j'ai étudié le vocabulaire de ces contrats, comment ils s'appellent entre eux. C'est-à-dire comment on sort de ce vocabulaire de dire papiste, hérétique, huguenot, les injures, quels mots ils vont trouver pour penser qu'ils sont ensemble. Alors est-ce qu'ils vont dire concitoyens, est-ce qu'ils vont dire amis, est-ce qu'ils vont dire frères, nous sommes confrères ou frères? Et en fait, ils vont dire un peu tout ça. Donc voilà, mon point de départ, c'est l'anthropologie religieuse de l'Europe moderne au temps des conflits.
comment on vit ensemble, vaille que vaille, malgré la tentation de la violence, malgré les guerres, malgré les massacres épouvantables, la recherche d'accommodement. C'est sur ça que j'ai commencé. Oui. Et du coup, ça m'a amené vers des questions de pratiques symboliques, l'usage des images, l'usage de la nourriture, les violences symboliques, par exemple à travers l'iconoclasme ou à travers les blasphèmes, plus que sur les sujets très connus, le massacre de la Saint-Barthélemy ou les grands théologiens. Travailler plutôt sur des affaires du quotidien, qui sont un peu des affaires d'aujourd'hui, par Oui, certains tout à côtés, fait. et c'est ça qui m'intéressait. Par exemple, les questions vestimentaires. Dans la rue, au XVIe siècle, XVIIe siècle, les catholiques et les protestants se reconnaissent au premier coup d'œil. Ils se reconnaissent au prénom. Je suis historien, donc je lis des archives, je vois des noms, des noms de famille ou des prénoms. Si j'ai des prénoms vétérotestamentaires de l'Ancien Testament, j'ai des Nathan, Tobie, Ruth, je sais que c'est des protestants. Voilà. Si j'ai des Jacques ou des Paul ou des François, ou encore plus Ignace ou Charles, les grands saints de la contre-réforme, je sais que c'est des catholiques. Les gens se reconnaissent. Et c'est ça un peu des choses d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment les signes d'appartenance religieuse nous permettent d'avoir un genre de sens commun, de repérage, d'identification des gens, comment les pratiques alimentaires identifient les gens, comment les manières de parler identifient les gens. Les catholiques et les protestants ne parlent pas de la même façon au XVIe, XVIIe siècle. Et donc voilà, c'est un peu ces objets-là qui m'intéressaient parce qu'ils font écho à des questions d'aujourd'hui sur le voile, sur les menus sans viande, les jours non mixtes dans les piscines, voilà, ces conflits du quotidien. Tout à fait. Nous sommes au centre de la socialité, du tissu social de la société d'aujourd'hui, mais que nous retrouvons déjà ces dynamiques il y a quelques siècles, comme vous le montrez bien. C'est vraiment le fait de vivre ensemble qui vous intéresse. Absolument. Et ça me fait penser, il y a un passage, j'arriverai pas à le citer exactement, Pierre Bourdieu aimait bien le citer, qui est un passage de Marx, où Marx dit ça n'est pas l'état le plus simple des sociétés qui explique l'état le plus avancé, mais l'état le plus avancé des sociétés le plus compliqué, de la division sociale du travail, qui explique les sociétés antérieures. Et c'est un peu ça. Ouais. C'est-à-dire, je pense que c'est les questions d'aujourd'hui, les problématiques d'aujourd'hui, les interrogations qu'on a sur le pluralisme religieux, la mondialisation, ce mélange de mondialisation de l'offre religieuse et en même temps de désaffiliation massive dans certains pays, par exemple la France, nous aide à comprendre, nous aide à poser les bonnes questions sur le XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Je peux donner un exemple, il est un tout petit peu technique, mais il permet de comprendre certaines choses. En France, la sortie des guerres de religion, la manière dont on a mis fin aux guerres de religion est totalement différente de la manière dont on a mis fin aux guerres de religion en Suisse ou en Allemagne ou dans le Saint-Empire romain, de nations germaniques. La Suisse, l'Allemagne, ce sont des solutions locales, territoriales. Tel prince, telle religion. En Bavière, on est catholique. En Saxe, on est protestant. Dans le Palatinat, on est calviniste. En Suisse, on n'a pas la même confession à Zug et à Uri, ou à Genève et à Fribourg. Donc ce sont des solutions territoriales qui empêchent le déferlement de la violence, et par exemple de la Saint-Barthélemy ou des massacres de ce type-là, mais qui ménagent peu d'espace de mixité au quotidien. En France, la sortie des guerres de religion, ça va être l'absolutisme, d'une certaine façon. Alors c'est terrible parce que c'est en fait une thèse de Carl Schmitt, donc c'est un peu embarrassant de reprendre une thèse de Carl Schmitt, qui par ailleurs est fausse, mais je dirais pourquoi. Mais la sortie des guerres de religion en France, c'est le roi au-dessus des partis, au-dessus des églises, au-dessus des confessions. Et ce roi impose à tout le monde la même loi. Donc tous les citoyens, tous les sujets jouissent de la même protection, de la même loi, pour autant qu'ils sont loyaux à l'égard du roi. Et la plus belle phrase, et donc c'est comme ça que je me suis arrêté sur cette phrase, qui pour moi est vraiment un moment de la pensée politique française et qui explique le rapport de la France aujourd'hui à la citoyenneté, à la religion, cette illusion d'un universalisme de la raison, ces principes que nous avons très fortement, et cette construction de la laïcité,
c'est une phrase de 1561 ou 62, où le chancelier, donc le responsable de la justice, Michel de l'Hôpital, dit avant que les guerres déferlent, il s'adresse au juge et il dit « Même l'hérétique reste citoyen ». Donc il ne s'agit pas de reconnaître l'hérésie, ce n'est pas une tolérance moderne d'aujourd'hui, ce n'est pas l'œcuménisme, il reste hérétique, mais il est citoyen, il a des droits, il paye les impôts, il est protégé par la justice. Et donc ça, c'est une invention absolument formidable. Et c'est ça qui m'a intéressé. J'y vois les racines de cette construction qu'est la laïcité française, où normalement l'État est absolument neutre et n'a pas à connaître de la religion des citoyens. Voilà. On ne sait pas si le professeur est catholique ou protestant, si tel juge est juif ou musulman, on n'a pas besoin de le savoir. Dans le fonctionnement idéal de la République française. Et pour moi, l'origine, c'était le XVIe siècle. Donc c'est des questions d'aujourd'hui qui me ramenaient pour essayer de comprendre où sont les racines d'un côté une solution territoriale, cuius regio, et de l'autre côté une solution universelle, nationale, d'invention de la religion comme chose privée. Alors, dans un des nombreux marqueurs identitaires que vous avez mentionnés, il y a l'alimentation, et c'est le sujet que vous abordez avec Guillaume Allange dans ce livre Adam et Ève, le paradis, la viande et les légumes. Et vous proposez de cerner cette grande controverse qu'il y a eu sur l'alimentation. Alors, on aimerait savoir quelles sont les approches méthodologiques et théoriques qui vous ont aidé à le cerner et à le construire comme objet. Et qu'est-ce qui vous amène finalement à le mettre au centre des querelles et théologiques et finalement plus sociales du XVIe et XVIIIe, n'est-ce pas? En fait, la réponse, elle est presque dans votre question. Alors, Guillaume Allange, c'est un historien spécialiste du catholicisme italien du XVIe siècle, des courants évangéliques, hétérodoxes, de ceux qui imaginent pouvoir transformer l'Église romaine de l'intérieur avant que la réforme protestante et le Concile de Trente rendent les positions totalement incompatibles et obligent chacun à choisir son camp. Au fond, la guerre, c'est ça, on est obligé de choisir son camp. C'est un spécialiste de ça. Moi, j'ai travaillé sur les controverses religieuses. Et donc, on s'est retrouvé avec Guillaume, au fond, sur deux points. L'un, et vous l'avez dit, c'est un des marqueurs identitaires religieux, ça va être la question de la nourriture. Très tôt, et notamment en Suisse, la réforme protestante va commencer sur un problème, un conflit alimentaire. C'est la querelle des saucisses à Zurich, où Zwingli... Qui est fêté encore régulièrement. Qui est encore fêté, absolument. Où Zwingli, son imprimeur Froschauer, quelques-uns de leurs proches se réunissent un jour de jeûne obligatoire et mangent à 12, une saucisse 12-13, ils mangent un morceau de saucisse en commun. L'affaire s'ébruite, ils passent devant le conseil de ville et au lieu de dire, au lieu de s'excuser et dire oui, c'est une erreur, on ne voulait pas choquer, ils assument pleinement et ils montrent que la liberté du chrétien est totalement engagée, qu'on peut manger ou pas manger de la viande en période de carême, ça n'a aucun rapport avec le salut. Et Froschauer en rajoute une couche très anticléricale en disant « moi je travaille, je n'ai pas besoin de me mortifier ». Mais ceux qui sont feignants, eux, c'est bien qu'ils mortifient leur chair à travers leur corps, à travers le jeûne. Et ils pensent évidemment aux moines et aux curés qui ne font rien de la journée. Donc, bon, il y a une dimension de provocation. Mais ça, on a trouvé avec Guillaume que c'était très intéressant parce que c'est une rupture entre catholiques et protestants qui fait de la nourriture un sujet de contentieux, un sujet de conflit, un sujet de bagarre, un sujet de violence pendant 2 siècles. C'est-à-dire, est-ce que les bouchers ont le droit d'ouvrir le vendredi? Est-ce qu'ils ont le droit de vendre de la viande? Est-ce qu'en période de carême, on laissera les étals de bouchers ouverts ou fermés? Est-ce que, on acceptera que les voisins ne mangent pas de la même façon? Est-ce que, par exemple, il est acceptable de laisser les protestants organisés à Augsbourg, qui est une ville mixte en Allemagne, tous les jours de jeûne, ils organisent des banquets de tripes et de saucisses gratuits? Voilà. C'est exactement les provocations d'aujourd'hui, quand vous apprenez que des mouvements d'extrême droite font des soupes populaires distribuées aux sans-papiers ou aux SDF dans la rue et ils font de la soupe avec du lard dedans. Et ils indiquent qu'il y a bien du cochon dans la soupe pour trier les bons et les mauvais pauvres. Donc on voit bien que ces pratiques alimentaires nourrissent des conflits du quotidien, des violences, des discriminations. Aujourd'hui,
comme au XVIe siècle. Donc, il y a une dimension anthropologie des conflits du quotidien qui nous a intéressés. Marqueurs confessionnels, marqueurs identitaires, bagarres dans les tavernes. Et puis la deuxième chose qui nous a intéressés, vous l'avez dit, hein, c'est que c'est une controverse. C'est une controverse savante. Et Guillaume Allonge a écrit un livre magnifique avec Luigi Firpo sur le Beneficio di Cristo, un livre ambigu, avec des positions hétérodoxes, mais difficiles à retracer, avec vraisemblablement une part d'autocensure. Donc c'est vraiment un historien qui utilise des outils philologiques pour traquer les arguments. Et une chose qui m'a intéressé, moi, dans la controverse religieuse du XVIe, XVIIe siècle, c'est est-ce qu'on est obligé de citer correctement les adversaires ou est-ce qu'on peut leur faire dire n'importe quoi? Débat qu'on a aujourd'hui sur les plateaux télé tout le temps. Est-ce que je peux faire dire n'importe quoi de mes adversaires? Et une partie des débats télé, les gens passent leur vie à dire « mais j'ai jamais dit ça, c'est pas vrai ». Bon. À partir de quand les Calvins ou ses adversaires commencent à se citer mutuellement exactement? Ça change complètement les dispositions intellectuelles. Ça fait passer la controverse d'un jeu d'invectives, d'insultes, de violence verbale à un exercice intellectuel exigeant. C'est-à-dire, c'est pas la même chose de réfuter quelqu'un qu'on cite précisément. Et c'est ça qui nous a plu, c'est que dans notre enquête avec Guillaume, à un moment, on tombe sur des textes avec des notes en bas de page extrêmement savantes, d'un exégète biblique du XVIIIe siècle qui dit « oui, c'est une honte ». Il est en train de commenter le passage de Genèse 1, 29, où Dieu dit « vous aurez les graines, les fruits et les herbes pour nourriture ». Et dit « c'est incroyable quand même ». Samuel Bochart, un pasteur protestant, a dit à partir de ce passage que, en fait, Adam et Ève mangeaient peut-être déjà de la viande au paradis avant la chute. Et là, on s'est demandé qu'est-ce que c'était que cette citation, enfin, pourquoi cette note pour se fâcher sur une histoire de commenter un verset de la Bible? On est allé vérifier. Effectivement, la citation était exacte. Samuel Bochart dit bien qu'avant la chute, ils ont peut-être mangé de la viande, alors que ça semble interdit. Et là, on s'est dit, il y a quelque chose qu'on pourrait creuser, de faire l'histoire des arguments que les uns et les autres vont apporter pour trancher ce point, de savoir est-ce que dans Genèse 1, 29, Dieu établit un régime végétarien, voire totalement vegan, pour les premiers hommes, ou est-ce qu'il y a une autorisation tacite de manger les animaux, puisque juste après, il dit que les hommes auront autorité sur les bêtes, est-ce que c'est-à-dire qu'on a le droit de les élever, manger le lait, le miel, est-ce qu'on a le droit d'utiliser leur force de travail, ou rien du tout? Et on a voulu voir comment les gens apportaient des arguments, et c'était donc de construire une controverse moderne, en considérant que, je sais pas, qu'on avait comme un jeu de Go et qu'on allait amener les pièces, on allait amener les pions. Alors, les sources, c'est des traités théologiques, des sources du droit. Quels sont les documents que vous avez consultés pour reconstituer ces débats du passé? Alors, quand j'ai parlé du sujet avec Guillaume m'a dit oui, ça pourrait être intéressant, mais peut-être la matière d'un article. Je déjeune avec des amis qui sont des historiens que j'admire beaucoup, historiens de la religion, au XVIe, XVIIe siècle, on mange ensemble, beaucoup de choses se font autour de la table. Et il me dit, tu travailles sur quoi maintenant? Je dis, avec Guillaume Allonge, on envisage d'écrire un article ou un livre sur Adam et Ève étaient-ils végétariens? Et le déjeuner a vraiment mal tourné. Il me dit, arrête, tu te moques de nous, c'est pas vrai. Ils l'ont dit moins poliment, ou qu'on était totalement stupides, qu'il n'y avait pas de source. Et on est parti un peu de ces deux auteurs, deux exégètes de la Bible. Un qui est Don Calmet, qui fait un commentaire littéral de la Bible, de la Genèse, et l'autre qui est ce pasteur protestant, célèbre pour avoir écrit un traité des animaux de la Bible. Il essaie d'identifier tous les animaux à partir des noms hébreux, araméens. Et il est encore cité par Darwin au XIXe siècle. Donc deux savants immenses qui se disputent pour savoir comment interpréter Genèse 1, 29. On s'est dit, on ne va pas trouver beaucoup d'auteurs. Et puis on s'est aperçu qu'ils citaient d'autres auteurs, et puis que certains avaient commenté les mêmes versets. Donc petit à petit, on a commencé à faire un corpus de théologiens, de controversistes, de professeurs qui veulent former leurs futurs prédicateurs ou leurs futurs évêques ou leurs futurs curés à l'art de se disputer ou de faire des sermons au moment du carême. Et donc, il leur donne des références bibliques sur cette question. Est-ce que Adam et Ève ont mangé du lait, du fromage? Regardez Saint Basile, regardez Cachetan, regardez Thomas Kempis. Ils donnent des références, donc on a été regarder les références. Et puis, on s'est aperçu petit à petit, en fait, que le corpus était énorme, plus de 300 auteurs
sur une dispute qui se déroule sur 50 ans, 1680, 1730. 300 auteurs, et surtout des auteurs hétérogènes. Et c'est ça qui nous a plu. Des juristes, rapidement. Faut-il imposer le carême à ceux qui n'ont pas la même foi? Faut-il imposer, puisque l'hérétique est citoyen, faut-il dire aux protestants, ben, tu obéis aux lois civiles du royaume, donc tu ne manges pas de viande en période de carême, même si toi tu as envie d'en manger, il n'y en a pas à vendre, c'est pas possible. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait de plus en plus de gens qui faisaient de l'anatomie, de l'histoire naturelle et des médecins. Et qu'on pouvait reconstituer, comme je disais tout à l'heure sur un jeu de Go, un espace des positions sociales des uns et des autres, qu'on a trouvé très intéressant parce que ce n'est pas la science qui vient remplacer la fausse science, la médecine qui vient remplacer la théologie, la science des corps qui vient remplacer la science des esprits ou de l'âme. Ce sont des médecins catholiques qui veulent défendre l'enseignement catholique, qui veulent dire que le jeûne c'est bien, l'abstinence c'est bien, que ça nous fait ressembler à Adam et Ève avant la chute, ça rend les hommes plus innocents, mais qui vont le faire avec des arguments que jusque-là on n'avait jamais vus. C'est-à-dire, ils vont commencer à faire de l'anatomie comparée en disant l'homme est monogastrique, l'homme a des dents plates, d'herbivore, pas des dents de carnivore, alors il est monogastrique, donc il ne peut pas ruminer comme une vache, mais il a quand même des dents d'herbivore. On va regarder le tube digestif, aïe, il n'a pas du tout le même tube digestif qu'un chien. Et donc, on va avoir des discussions de plus en plus techniques sur le fonctionnement de l'estomac, sur le fonctionnement du tube digestif, sur les sucs digestifs, des disputes énormes. Et je crois que c'est ça qui constitue un espace de controverse moderne, qui ressemble à nos espaces de controverse qu'on retrouverait aujourd'hui, par exemple, sur le climat, où interviennent des gens qui ont des arguments de nature différente et qu'ils sont obligés d'étalonner les uns par rapport aux autres. Mon argument pèse plus lourd que le tien ou pèse moins lourd. Mon argument est contradictoire avec le tien ou est compatible. Et donc c'est ça le grand livre scandale qu'on a identifié, mais d'autres l'avaient identifié avant nous. Il y a eu quelques auteurs qui avaient travaillé sur ça. Certains bien, d'autres dans une perspective un peu finaliste. Enfin, la science arrive et le soleil se lève. Qui est un médecin janséniste qui lui-même vit avec les religieuses de Port-Royal des Champs, est un homme extrêmement ascétique, austère, qui s'inflige des mortifications, décide de prouver que les aliments végétaux sont meilleurs pour la santé et permettent de respecter le carême en étant en meilleure santé. Et ça, pour nous, c'était absolument passionnant. C'est-à-dire vraiment de rentrer dans une querelle religieuse, mais avec des arguments absolument non religieux, purement anatomiques, ce qui fait un livre qui fait scandale. C'est tout à fait une querelle et un débat qui est passionnant, qui prend, comme vous dites, bien une place importante dans le XVIe et XVIIe siècle, et comme vous montrez dans le livre, explique à travers l'alimentation qu'il y avait bien plus de dimensions là-dessus. Une dimension religieuse, une dimension politique, aussi un basculement dans l'Europe de l'époque. Et donc, nous aimerions savoir si, dans cette période qui est importante, il y avait des spécificités propres d'une historicité d'un lieu. Par exemple, si en France se passait la même chose qu'en Italie ou en Suisse, parce que c'est une querelle qui fait partie d'un moment important de l'Europe, et en même temps, j'imagine que les choses se passaient peut-être de façon différente selon les zones. Oui, alors c'est la limite de notre enquête. Il y a une historicité spécifique. On s'est adossé à l'exemple français pour une raison précise, très ponctuelle. C'est qu'on a été très frappé avec Guillaume Allonge de voir que le premier grand manuel de police européen, le traité de la police de Nicolas de Lamare, donc celui qui s'occupe de la fixation des prix, de la lutte contre les fraudes, de l'organisation des marchés, de l'approvisionnement de la ville, du maintien de l'ordre, de l'éclairage urbain, de la numérotation des rues, etc., consacre un chapitre aux bouchers, à la surveillance des boucheries, etc. Ça pourrait être un livre de droit, un livre d'administration. Non, il commence ce chapitre sur les bouchers par 2 pages. Tout le monde sait qu'Adam et Ève étaient végétariens dans le paradis. Donc là, on a vraiment un collage argumentaire. Qu'est-ce que l'argument d'autorité biblique vient apporter à cette démonstration de plus? On s'est dit, il y a quelque chose. Et ce quelque chose, c'est bien sûr le conflit confessionnel français et la construction absolutiste
du conflit confessionnel, de sa gestion. Et à partir, comme vous le savez, l'édit de Nantes qui permettait aux protestants de célébrer leur culte dans un certain nombre de lieux est révoqué. C'était un édit perpétuel, il est révoqué, aboli par Louis XIV en 1685, à l'automne 1685. Quelques semaines avant ça, il y a une décision du Conseil de roi où le roi décide d'interdire la profession de médecin aux protestants. Donc c'est pour ça qu'on a pris appui sur ce cas français où, à un moment, on a une date très précise en disant à partir de août 1685, on ne peut plus être médecin et protestant. Donc beaucoup de médecins français vont s'engouffrer sur la justification de qu'est-ce que c'est qu'être médecin catholique. Et être médecin catholique, c'est s'occuper de questions alimentaires, c'est s'occuper des malades, de leur donner l'extrême onction, de leur dire vous devriez prendre les derniers sacrements, ou de refuser les dispenses alimentaires trop faciles, ceux qui veulent manger du fromage en disant je suis faible, en période de carême, j'ai besoin d'un peu de viande. Voilà. Donc il y a plein de livres qui sortent à ce moment-là, dans ce contexte. Mais évidemment, ce qui nous a plu, c'est que c'est une querelle de l'opinion publique savante, c'est-à-dire c'est vraiment une querelle des pré-lumières savantes de la République des lettres. C'est une querelle de la République des lettres, 1680-1720. Ces gens s'écrivent, se lisent. Notre médecin bouteur de feu, celui qui fait partir l'incendie controversiste, c'est un admirateur de Bagliviste, un admirateur de Gasseindiste, un admirateur de grands médecins solidistes, partisans qui disent que le corps fonctionne que par les parties solides. Il est contre l'idée qu'il y aurait des acides, des fluides, des esprits. Donc c'est une école mécaniste, très cartésienne, solidiste. C'est un grand lecteur donc, de médecins écossais, c'est un grand lecteur de médecins italiens. Quand la controverse va démarrer, des médecins italiens, anglais, suisses, belges, enfin des Pays-Bas du Sud vont être sollicités. Donc oui, il y a un contexte européen, c'est une dispute internationale, facilitée par le fait qu'une partie de cette littérature est en latin et le reste est en français, qui est la langue cultivée de l'Europe savante du XVIIe. C'est un défaut du livre par ailleurs, c'est que nous nous sommes arrêtés là. Avec Guillaume Allonge, on avait pensé intégrer des exemples allemands, mais j'avais une envie modérée de lire de la médecine allemande en allemand du XVIIIe siècle, et mon espagnol est presque inexistant. Donc peut-être qu'il y avait quelque chose à faire de plus large. On prépare une édition italienne où là, on va intégrer plus de textes italiens, surtout plus de récits des missions. Tout ce que les missionnaires découvrent dans le sous-continent indien, ou en Chine, ou en Asie, ou dans l'Amérique latine. Et ils ramènent des considérations de type ethnographique sur les pratiques alimentaires. Mais où il y a bien une unité de lieu, au fond, cette Europe des pré-lumières, Europe savante de la République des lettres des pré-lumières, dans un moment de bascule, vous l'avez dit, et de bascule du continent européen vers l'érosion de l'argument d'autorité au profit de l'argument empirique, et un moment de bascule du coup dans le rapport au corps et du lien entre nourriture et corps. Jusque-là, ce qui intéresse nos théologiens, les médecins, etc., c'est la nourriture et les pratiques alimentaires comme un moyen de purifier le corps, mais surtout d'élever l'âme et de se préparer à la prière. Et après notre dispute, ce qui les intéresse, c'est le lien entre santé et alimentation. C'est le corps qui les intéresse, et plus l'âme. Et c'est aussi un moment, comme vous dites, de basculement vers d'autres continents. Donc il y a un mouvement de denrées alimentaires, de ressources, épices, gens. C'était un moment très, très important. C'est ça qui nous a intéressés dedans, qui nous a intéressés. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de la globalisation, de la globalisation de l'offre alimentaire aussi, et de son uniformisation. Nous dit-on que tous les produits sont disponibles partout, qu'on mange les mêmes fast-food, les mêmes cafés avec du latte, soja partout dans le monde. Starbucks. Voilà, de Starbucks, qu'on peut manger. Il y avait un documentaire très amusant sur la Pizza Connection, comment la pizza s'est exportée comme un plat presque mondialisé.
Et en même temps, les pratiques alimentaires restent extrêmement différentes. C'est-à-dire, par exemple, l'ordre des plats, la manière de mettre la table, la manière de manger. Là, nous, en Europe, on considère qu'il y a des choses qui relèvent du hors d'œuvre, et puis d'un plat principal, que le plat principal doit comporter des protéines sous une forme ou une autre, alors qu'en Asie, pas du tout. On va avoir plein de petits plats, il n'y a pas cet ordre des plats. Donc, en fait, les pratiques alimentaires restent très diverses. Et ce qui nous a intéressés, c'est que précisément cette période moderne, c'est la période d'une première globalisation des produits alimentaires nouveaux qui arrivent soit avec la colonisation de l'Amérique latine, l'arrivée de la tomate, du maïs, l'arrivée du sucre, l'arrivée va jouer un rôle considérable, l'arrivée des stupéfiants, le tabac. Est-ce qu'on peut mettre le café, le thé, le chocolat dans les stupéfiants? Eux, ils le pensent, hein. Parce qu'il y a des usages religieux du chocolat, par exemple, dans les cultes amérindiens. Et donc l'arrivée d'autres produits dont ils se demandent si ces produits sont compatibles avec un régime chrétien ou pas. Il y a des interventions des papes en disant non, le café, non, chocolat, il y a trop de sucre, ça brise le carême ou ça brise pas le carême. Le succès du chocolat dans l'Europe latine, par exemple, inquiète les autorités politiques et religieuses. Le succès du tabac aussi les inquiète. Des choses qui viennent des Indiens, des Amérindiens, qui dégagent de la fumée, qui a l'air un peu diabolique. Et donc, ce qui nous a intéressés, c'est le fait que la globalisation met en présence nos auteurs, nos savants, nos médecins, à la fois de produits nouveaux et de savoir sur des pratiques alimentaires lointaines. Et notamment, ce qui va commencer à les frapper, c'est l'arrivée des premiers rapports de mission et de mission en Inde, essentiellement, avec des jésuites qui vont découvrir les pratiques alimentaires, par exemple de l'Inde, connaissait déjà un peu le Moyen-Orient, etc. Bon, ils vont être fascinés par les brahmanes, les pratiques alimentaires des brahmanes, au point où Voltaire va reprendre ça dans le dictionnaire philosophique, on va retrouver des textes au XVIIIe, énormément. Certains missionnaires jésuites vont même singer complètement les pratiques vestimentaires et alimentaires des brahmanes, vivre dehors, porter le même bâton avec la même gourde, s'abstenir de toute nourriture animale, de toute chair, de toute viande, pour des raisons très intéressantes, hein, à la fois philosophiques et de conversion. L'idée qu'ils n'arriveront pas à convertir les peuples qu'ils rencontrent s'ils ne se convertissent pas à leurs propres usages alimentaires. Alors, j'en profite puisque vous commencez à remonter un peu le temps. Si on reprend cette controverse sur ce que mangeaient Adam et Ève au Jardin d'Éden, si on fait remonter ça à la surface, au présent, je veux dire, il en reste quoi? Qu'est-ce qui, dans notre rapport à l'alimentation actuelle, relève ou a des restes du passé? Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait penser que Adam et Ève intéressent plus personne ou que très peu de gens croient à leur existence historique réelle et qu'on pourrait assigner un lieu où ils auraient vécu, on pourrait retrouver le climat. Donc, peu de gens adhèrent véritablement à ça. Cela dit, si on fait une enquête sur Google, par exemple, et qu'on tape Adam et Ève, vegan, et on tape ça en anglais, en italien, en espagnol, ce sont des centaines de sites liés plus ou moins à des églises, plus ou moins à des mouvements évangéliques, plus ou moins à aussi des associations qui veulent promouvoir la cuisine végane ou une alimentation plus végétale, plus saine, plus respectueuse de l'environnement, des droits des animaux. Le nombre de restaurants végétariens dans le monde qui s'appellent Adam et Ève ou Eden Restaurant est incalculable, beaucoup. Il y en a un à Paris qui s'appelle Adam et Ève, un restaurant végétarien qui propose des bowls avec un émincé de non-poulet. C'est souligné que c'est du non-poulet. Donc il reste ça, il reste un mythe, il reste une manière de penser, une généalogie totalement illusoire, évidemment. Alors là, ça reste associé plus ou moins à quelque chose de religieux, mais je crois que lors d'une précédente intervention ici, une conférence que vous avez donnée à l'IHEID, et quelques mots que vous me disiez avant de commencer cet entretien, ça sort totalement du
Oui, disons, oui. le rôle central de l'alimentation sort aussi du religieux. Alors, ça sort, il reste de ce mythe, Adam et Ève, il reste aujourd'hui des questions qui vont rester. Il reste, bon, voilà, le mythe religieux, ce qu'on en fait, ce qu'on peut le commercialiser. Il y a des vendeurs de compléments alimentaires qui vendent des petites capsules qui s'appellent Adam et Ève. On peut trouver aussi en ligne de la crème de prostate d'Adam. Enfin, tout est imaginable, absolument, on peut tout trouver. Que j'ai pas acheté, j'ai pas essayé tous ces produits alimentaires. Mais il reste des interrogations qu'on formule aujourd'hui de manière complètement différente, en pensant que ce sont nos interrogations. Or, ce sont exactement les mêmes interrogations que se posent les théologiens et les médecins du XVIIe. Par exemple, le lien entre consommation de viande et santé et longévité. Pourquoi Adam et Ève ont-ils vécu beaucoup plus vieux que les contemporains du XVIIIe siècle? On pensait, à partir des chronologies de la Bible, qu'ils avaient vécu, les théologiens, pas moi, les théologiens, les exégètes du XVIIe, XVIIIe disaient qu'ils avaient vécu des centaines d'années. Et on comptait le nombre de centaines d'années qui permettait d'avoir comme ça une chronologie de l'histoire du monde, disant entre la chute et le déluge, il y a 1600 ans, parce que toc. Et donc pourquoi les hommes du XVIIe, XVIIIe siècle vivaient moins vieux? Eh bien parce que le péché originel les a rendus mortels, les a rendus malades, les a rendus sensibles, mais aussi parce qu'ils ont changé de nourriture, comme on le voit dans la sortie de l'Arche de Noé, où Dieu apparaît à nouveau, scelle une nouvelle alliance avec les hommes, rappelle Genèse 1,29, vous mangerez les herbes, les fruits, les graines, et il ajoute, et vous mangerez tout ce qui a vie sur terre. Et donc à partir de ce moment-là, les hommes mangent les animaux ou peuvent manger les animaux jusqu'à ce passage des Actes des Apôtres où Dieu apparaît à Saint Pierre et dit « Lève-toi, tue et mange ». Donc dans le christianisme, on peut manger tout. Il n'y a pas d'interdit lié à des produits. Donc on peut manger de la viande, on peut manger des poissons. Les poissons n'ont pas été concernés par la malédiction divine du déluge, ils vivaient très bien. Bon. Donc il y a cette question de la longévité liée à la nourriture. Est-ce qu'on vit moins bien parce qu'on mange trop de viande, parce qu'on mange trop de produits gras, on mange trop de graisse animale saturée, trop de produits ultra transformés? C'est une question formulée autrement, mais c'est bien celle que se pose une partie des médecins du XVIIIe qu'on étudie. L'autre question, c'était l'idée qu'on trouve chez ces médecins qui font de la médecine comme une histoire naturelle, une histoire du monde. La création de Dieu était parfaite au début. Et donc il y avait un équilibre entre les habitants, les animaux, une harmonie entre les animaux, les hommes, les plantes, et la nourriture que Dieu avait mis à disposition de toute cette création était parfaite, suffisait. Et d'ailleurs, les animaux carnassiers vivaient en harmonie avec les animaux herbivores, ne mangeaient pas les herbivores. Voilà. D'où, par exemple, cette image de la couverture du livre, les lions sont à côté des biches. Et c'est un peu un des problèmes qu'on se pose aujourd'hui est-ce que nous détruisons pas la planète avec notre type d'alimentation? C'est-à-dire, pouvons-nous continuer à trouver formidable de cultiver du soja transgénique pour nourrir plus de bêtes que nous mangerons en mangeant plus de viande? La consommation de viande ne baisse pas dans les pays développés, elle monte, alors que les gens ont l'impression d'en manger moins, mais ils mangent sous une autre forme. Voilà. Mangent plus de poulet, moins d'abats, mais la consommation de viande ne baisse pas. Or, nous sommes obligés de transformer complètement les cultures et les plantations pour pouvoir trouver des moyens de nourrir ces millions de bêtes qui vont ensuite servir à nous nourrir. Nous avons une consommation qui excède ce que la planète peut produire. Donc ces questions d'équilibre que les théologiens posaient en termes d'équilibre de la création divine, nous ne les posons plus dans les mêmes termes, mais ça reste des questions d'actualité. Une question d'actualité aussi qui les fascine, c'est on ne peut pas manger de viande en période de carême. Donc une des questions qui se posent, c'est qu'est-ce que c'est que la viande? Et ils vont chercher des cas limites. C'est-à-dire, par exemple, manger du pingouin, est-ce manger de la viande ou manger du poisson, manger du castor? Ouais. En fait, alors il y a des gens qui mangent du castor, mais personne ne mange dans l'Europe occidentale du XVIIe siècle. Je crois que personne ne mange de pingouin, ou alors vraiment des marins. Je crois que la question des crevettes s'est posée pour les végétariens. Voilà, la question des crevettes, la question se pose. Or, nous, ça reste un enjeu,
par exemple, de savoir si on peut appeler les steaks de soja, est-ce qu'on peut les appeler viande végétale, est-ce qu'on peut les appeler steak. En ce moment, il y a des campagnes de publicité partout dans le métro parisien pour une marque de sandwich au jambon végétal qui commence par « il était 3 petits cochons et qu'il n'était rien arrivé ». Donc, il joue bien sur l'ambiguïté du cochon, du jambon, etc., pour une chose qui est végétale. Et une partie des associations de consommateurs essayent de faire interdire ces ambiguïtés lexicales. Et on voit bien qu'elles portent sur les cas limites, sur ces questions des frontières. Donc, oui, les préoccupations qui sont les nôtres sur le lien entre santé publique, longévité, tenabilité ou durabilité des pratiques alimentaires apparaissent dans la période qu'on étudie là, 17e, 18e. Apparaissent dans leur formulation pré-moderne. Voilà. Et en plus, comme vous dites, ce sont des questions à l'ordre du jour. Tous les gens mangent, c'est quelque chose de très quotidien. Oui. Eh bien, il y a plein de processus très importants qui parcourent ces activités quotidiennes. Et comme vous dites, aujourd'hui, il y a la thématique du climat, la thématique de l'environnement, donc le lien entre une consommation de la part des êtres humains et l'équilibre que l'on cherche avec l'environnement. C'est donc des questions qui ont une longue historicité et c'est donc tout l'intérêt de parcourir cette histoire. Oui, c'est ça qui nous a intéressés. Il nous a semblé que la nourriture et la question des règles alimentaires, des prescriptions alimentaires, du respect des prescriptions alimentaires et de l'incertitude des hommes du 17e, 18e sur le café brise le jeûne ou pas, le chocolat brise le jeûne ou pas, était tout sauf anecdotique. Et que c'était un très bon, une façon de penser à Leibniz, qu'on peut retrouver le monde dans une goutte d'eau. C'est la goutte d'eau à partir de laquelle on peut essayer de reconstituer des enjeux du quotidien, des rapports de force entre confessions, la place des médecins et des spécialistes d'histoire naturelle par rapport aux théologiens, l'irruption de nouvelles préoccupations de santé publique dans des affaires qui jusque-là relevaient essentiellement de la spiritualité, des choix spirituels individuels. Il nous a semblé que, voilà, que la goutte d'eau, Adam et Ève, était un bon moyen de retrouver un monde intellectuel derrière. Et c'est ça qui nous a intéressés. Et on ne s'est pas découragé devant le caractère parfaitement hétéroclite des arguments apportés dans la controverse par les uns et les autres. C'est un des intérêts du livre, c'est qu'il nous donne un genre de panorama des interlocuteurs et des différents intervenants. Oui. Alors, c'était ça un peu, avec l'influence, peut-être chez moi plus que chez Guillaume, mais je ne suis même pas sûr. Chez moi, l'influence de deux lectures sociologiques, d'abord une longue fréquentation des travaux de Pierre Bourdieu et du séminaire de Pierre Bourdieu et de la revue de Pierre Bourdieu dont je me suis occupé à un moment, sur le souci de rapporter et d'essayer de faire coïncider, ou de voir si ça coïncide ou pas, l'espace des positions sociologiques et l'espace des prises de position théoriques. Est-ce que je peux assigner à chacun un type d'argument en fonction de l'espace, de la position qui le sculpte dans l'espace social, ou est-ce que c'est plus compliqué, ou est-ce qu'il y a beaucoup de variables, et qu'on voit bien qu'il n'y a pas d'un côté les théologiens, de l'autre côté les médecins, mais que les médecins peuvent jouer au contraire le rôle de plus rigoriste que le plus rigoriste des théologiens. C'était ça qui nous intéressait. Et puis une deuxième lecture qui est un peu la sociologie de la critique, la sociologie pragmatique de Luc Boltanski, et la question des régimes argumentatifs employés dans des épreuves de vérité. Et ce qui nous intéressait là, c'était de montrer que dans ces querelles ou dans ces conflits, les gens avaient des arguments qui relevaient de manière totalement dissemblable d'établir la vérité d'une assertion. D'un côté, pour certains, l'argument d'autorité, c'est dans la Bible, et d'ailleurs j'empile des références bibliques, et plus j'en empile, plus j'aurai raison, et je les empile toujours dans le même ordre. Là, c'était des découvertes avec Guillaume, lisait les textes italiens, je lisais les textes français, et on se téléphonait, on a même travaillé chez moi. Il me disait, mais il me fait une liste, tel auteur me fait la liste de toutes les sources qu'il a utilisées. Je dis, c'est pas vrai, c'est celui que moi j'ai aussi, c'est un autre auteur français. Dans le même ordre, dans l'ordre chronologique, d'abord les pères de l'Église, puis les scolastiques. Et d'autres, au contraire, c'est des arguments expérimentaux, c'est des gens qui prennent des tubes
en bois, mettent un petit morceau de viande, scellent le tube, avalent le tube pour voir s'ils vont digérer la viande avec le suc gastrique ou s'ils ne digèrent pas la viande et c'est pas digéré. Donc des arguments sur le fonctionnement de l'estomac. Est-ce que l'estomac est un muscle? Est-ce que l'estomac est une usine chimique? Est-ce que l'estomac est un four qui va cuire les aliments? Et on n'a pas reculé devant le caractère extrêmement hétérogène des arguments en essayant de comprendre que justement ce qui était intéressant, c'est la façon dont ils s'accrochaient les uns aux autres. Et par exemple, notre médecin central, qui s'appelle Philippe Equet, il est à la fois iatromécaniste, donc il pense que tout est mécanique, qu'il n'y a pas de fluide, il n'y a pas de suc digestif. La digestion, c'est le broiement des dents, puis, comme une meule, le broiement de l'estomac qui va broyer les grains. Et en même temps, il est janséniste. Et donc, il y a bien un lien entre ses positions médicales et ses positions religieuses dans les deux cas atypiques, ce qui fait qu'il arrive à se faire un nombre d'ennemis absolument extraordinaire. Et pour lui, il y a bien un lien entre les deux, puisque de montrer que l'estomac est un muscle qui broie les grains comme une meule, prouve que ce qui est meilleur à manger, c'est tout ce qui est à base de grains, que Dieu a voulu ça, et donc que les gens qui ne mangent que de la nourriture végétale, en fait, ils sont plus près de l'exigence divine. Voilà, un argument qui a l'air avec des schémas, de l'estomac, on arrive à comprendre la position qui est à la fois théologique, spirituelle, personnelle et médicale. Donc on a aimé ce côté invitation à une sociologie critique, une sociologie de la critique. Voilà. Et ce qui est très intéressant de voir dans votre livre, c'est que ces questions étaient des questions sérieuses, des questions qui se posaient avec des termes des savants. C'était donc une question, même, vous l'expliquez, une question qui était peut-être posée lors d'un examen final à l'université. Et c'est donc c'est là qui commence une construction d'une expertise autour de l'alimentation, de la nourriture, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Oui, alors oui, c'est vrai, c'est une querelle savante. Et là aussi, c'est une rencontre qui nous a plu, c'est-à-dire c'est à la fois un enjeu du quotidien, les gens qui se plaignent dans telle ville ou telle ville que les protestants continuent à manger des saucisses alors que eux, ils font maigre, ou des gens de milieu modeste qui font maigre alors qu'ils voient les tables aristocratiques très très bien garnies parce que les grands nobles ont assez de réseaux, de relations pour obtenir des dispenses de carême. Donc des conflits ordinaires comme aujourd'hui, les débats interminables en France sur faut-il des régimes, des menus végétariens dans les écoles, faut-il des menus halal dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les casernes, ces conflits réels qui ont beaucoup d'importance et souvent bien plus que les questions théologiques, et en même temps des conflits qui sont investis par des super experts, des gens qui ont des compétences extrêmement élevées, extrêmement techniques. Certains des textes qu'on étudie, alors on est plus à l'aise en matière d'exégèse biblique qu'en matière de savoir médical, mais on a pris des conseils, on a consulté des amis, etc., historiens de la médecine. Il y a quelques textes qui sont vraiment des textes de très haut niveau. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est comment des experts viennent prendre position dans l'espace public sur des questions qui apparaissent comme des questions qui pourraient être des questions triviales, mais qui posent des problèmes d'expertise. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait avoir des points de comparaison. Par exemple, le livre a été écrit en partie un peu après la crise du Covid, mais évidemment, la crise du Covid nous a beaucoup inspiré comme crise dans laquelle brusquement on a vu proliférer des expertises. On nous a expliqué que des hommes politiques français nous ont expliqué qu'ils maîtrisaient parfaitement la littérature épidémiologique, ce qui paraît un tout petit peu d'une vantardise vu sa complexité. Donc on a vu des gens se prononcer, des experts, des charlatans, des gens qui proposaient des remèdes, des fabricants de vaccins, un théâtre de l'affrontement des preuves et des expertises à propos d'un problème de santé publique. Et par certains côtés, ça nous a fait penser à notre enquête, ce théâtre de la preuve et de l'affrontement des experts. Vous le disiez avant, la nourriture et l'alimentation jouent un rôle dans l'intégration du monde à partir de plusieurs siècles en arrière, donc avec la découverte et la conquête des territoires coloniaux, avec
une commerce se développe au XVIIe, XVIIIe siècle. Et aujourd'hui continue cette idée d'une globalisation qui va en sorte de homogénéiser les façons dont on mange, les traditions de la nourriture, de l'alimentation disparaîtraient vis-à-vis à une sorte de McDonaldisation du monde. Mais les travaux en sciences sociales, les travaux de recherche et empiriques montrent que la réalité des faits est bien plus complexe et différente. Il y a plein de appropriation de nourriture, changement, vernacularisation, et il y a même des grandes différences. Absolument. Ça serait se tromper lourdement de confondre globalisation de l'offre, mondialisation de l'offre des produits alimentaires et circulation des produits accrue, et uniformisation, homogénéisation des pratiques alimentaires. C'est pas parce que tout est disponible dans les pays les plus riches ou qu'on a l'impression de pouvoir manger des fraises à Noël, de l'ananas quand on veut, des mangues du monde entier et des produits alimentaires qui jusque là où il y a encore 20 ans étaient rares. Moi, j'ai connu une transformation, on a tous connu une transformation de choses que je me souviens avoir mangé comme enfant, qu'on me présentait comme extrêmement rares, devenues aujourd'hui des choses banales, ou les oranges, ou les coquilles Saint-Jacques, ou les crevettes, se traduiraient par une homogénéisation et une uniformisation. C'est pas vrai, c'est pas le cas. D'abord, les manières de manger ne sont pas les mêmes, les manières d'organiser le déroulement du repas, l'équilibre entre les différents moments du repas et des plats ou de manger ensemble ne sont absolument pas les mêmes. Nous avons l'illusion que c'est toujours la même chose parce qu'on a toujours tendance à vouloir projeter l'idée qu'on va avoir une entrée, un plat, un dessert, une conception qui n'a absolument aucun sens dans les pays asiatiques, par exemple, pas vraiment dans les pays d'Amérique latine ou pas tout à fait de la même façon. Notre idée d'un petit déjeuner où on mange des choses très sucrées est battue en brèche et par les diététiciens et les pays d'Asie où on va manger des soupes et absolument pas de choses sucrées. Donc il y a une illusion et qui aussi masque la très très grande hétérogénéité des accessibilités alimentaires en fonction du milieu social, de l'origine sociale, des revenus, de l'éducation. Les classes dominantes des pays riches ne mangent absolument pas la même chose que les classes défavorisées, les plus défavorisées. Et le grand discours culpabilisant sur la McDonaldisation, la nourriture ultra préparée, etc., il y a des milieux dans lesquels les gens ne mangent pas ces produits-là. Donc derrière, c'est un discours de culpabilisation et de santé publique qui dissimulerait le fait que c'est aussi un discours avec des enjeux sociaux. Donc ce qui rend particulièrement brûlant certaines controverses, on a l'impression qu'elles sont curieuses, par exemple sur la restauration collective, par exemple sur les restaurants d'entreprise, ou par exemple sur le ticket restaurant des entreprises en France, ou des cantines scolaires. Pour certains milieux, pour certains enfants ou pour certains employés, c'est dans ces repas-là qu'ils ont les repas les plus équilibrés. Et donc mettre en danger le fonctionnement des cantines scolaires ou légiférer sur la réduction des... Est-ce qu'on peut utiliser les tickets restaurants, par exemple en France, pour aller seulement au restaurant aussi pour acheter des produits qu'on cuisine soi-même? Est-ce qu'on peut les utiliser ou non dans les fast-foods? Ce sont des vrais enjeux à la fois sociaux et diététiques et de santé publique. Donc oui, globalisation des produits, du moins dans les pays les plus riches, mais absolument pas une uniformisation et égalité de tous devant les pratiques alimentaires. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est justement de voir que notre querelle alimentaire éclate à un moment où, brusquement, les manières de table commencent à être totalement différentes entre les pauvres et les riches. Et on se met à voir des livres de cuisine, des livres de cuisine sophistiqués. On se met à inventer la pâtisserie compliquée avec l'afflux du sucre et des épices, des îles à épices. Ce moment d'explosion et de transformation des goûts du XVIIIe autour des tables nobiliaires, ce n'est pas un hasard si nos querelles interviennent à ce moment-là. Nos théologiens disent il y a des tables trop luxueuses, trop raffinées, bien sûr. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, il y a des enjeux sociaux, absolument.
Et donc la question de la globalisation, elle est essentielle. Elle est tout à fait essentielle. Avant de finir cet entretien, nous voudrions connaître un petit peu comment vous positionnez le chercheur sur ces grandes querelles, sur ces grandes questions. La chaire Yves Ultramar s'intéresse beaucoup aux liens et aux passages entre religieux et politique. Et dans cet ouvrage justement sur cette controverse alimentaire, eh bien, ça part de débats théologiques pour finalement devenir des querelles beaucoup plus élargies. Vous vous êtes aussi intéressé à ce genre de questions dans un autre texte que vous avez produit, Qui porte le monde? Oui. Christophe, Atlas, Hercule et Marie. Oui. Voilà. Donc, une question sur le positionnement et le rôle du chercheur Oui. en sciences sociales. Et peut-être si on pouvait essayer d'appliquer un petit peu votre approche à une controverse actuelle. Quel serait l'équivalent actuel de ces grandes controverses du passé? Oui. C'est deux questions en une et deux questions compliquées. Sur le rôle du chercheur et le rôle du chercheur qui vient d'histoire religieuse, de l'anthropologie religieuse, d'une période où on a l'impression que les choses sont très très différentes d'aujourd'hui, la laïcité n'existe pas, l'œcuménisme n'existe pas, c'est une société chrétienne, tout est pensé à travers des cadres chrétiens, le calendrier est pensé à travers des cadres. On a l'impression que c'est très éloigné. En fait, pas tant que ça, et moi ce qui m'intéresse comme chercheur, c'est d'essayer de comprendre les racines religieuses, théologiques, canoniques, du droit canon, de certains choix politiques qui vont devenir les nôtres et dont on a voulu oublier le fondement religieux. Par exemple, sur les modes de coexistence confessionnelle, la manière de penser le pluralisme. Tout à l'heure, je citais Michel de l'Hôpital, sur cette manière de penser la possibilité de vivre ensemble. Ou par exemple, sur la forme de la décision politique, comment va-t-on choisir nos dirigeants ? Nous avons pris l'habitude, et on est en train de revenir sur cette habitude, c'est peut-être une parenthèse qui se ferme, il y a une parenthèse qui s'est ouverte vers le XVIIe siècle, peut-être un peu avant, peut-être un peu après, selon les endroits, qu'a été l'élection au choix majoritaire. Donc, toutes les voix se valent, on additionne les voix, et la volonté générale, c'est l'addition des préférences individuelles plus une. C'est une invention extrêmement spéciale, extrêmement longue, et qui n'est pas complète avant le XVIIe, XVIIIe siècle. Les gens sont d'accord, voter la pluralité des voix, mais ils ne savent pas c'est combien plus. L'idée de 50% plus 1, vraiment il faut attendre Borda, Condorcet, deuxième moitié XVIIIe. Et c'est lié à l'émergence du régime représentatif moderne, des assemblées modernes. Et avec ça, on congédie le sort, le tirage au sort, qui n'est plus considéré comme le bon moyen de choisir les meilleurs dirigeants possible. On congédie le sort, sauf en Suisse, qui est un peu particulier, parce que le régime représentatif s'établit un petit peu plus tard. Je constate qu'aujourd'hui, cette parenthèse, elle se referme. Il y a beaucoup d'expériences politiques où on considère que le tirage au sort ramènerait de la démocratie, ramènerait de la citoyenneté, ramènerait de la participation. Et on pourrait imaginer qu'en France, les 36 000 communes françaises, où on a du mal à trouver des conseillers municipaux, des maires, beaucoup de maires démissionnent. On pourrait avoir des pratiques de tirage au sort qui ramèneraient les citoyens et qui les formeraient aussi à ce que c'est qu'être maire et que le maire ne peut pas tout. Et donc, ça m'a intéressé cette histoire, par exemple, des modes de décision. D'où vient la décision majoritaire? Alors, les gens nous disent le vote secret, le vote majoritaire. Il y a des historiens qui disent c'est 1848, l'urne. Non, c'est les élections pontificales quelques siècles plus tôt. Le tirage au sort, c'est les débats théologiques sur comment remplacer Judas après la mort de Judas. Quand Judas a dénoncé le Christ, il se pend ou il est tué. Différentes versions, mais en tout cas, il manque un apôtre. Il faut qu'il y en ait 12, puisqu'il y a 12 tribus d'Israël. Les apôtres sont abandonnés à eux-mêmes. Ça paraît absurde, mais c'est... Les apôtres sont abandonnés à eux-mêmes. Le Christ est mort et c'est avant la Pentecôte. Comment faire? Il y a des textes entiers pour savoir comment on va choisir le 12e. Saint Matthias. Les lire ou le tirer au sort. Et des textes qui sont passionnants. Et c'est ce moment où on va voir apparaître des textes où les gens vont dire non, on ne peut plus tirer au sort, c'est pas possible. Parce que le sort va amener des incompétents, des vicieux, voilà. Et le seul moyen, ça va être de compter les voix et plus de les peser. Parce que peser les voix, c'est des querelles de moi je suis plus âgé, oui mais je suis plus âgé dans la fonction,
moi je suis d'origine noble, oui, mais moi j'ai un titre universitaire. On n'y arrive plus à peser. Donc ça va être la règle du nombre, et ça c'est le XVIIIe siècle. Donc c'est ces choses-là qui m'intéressent comme chercheur, c'est de chercher les origines des choix que nous avons faits et dont nous avons oublié le caractère historiquement contingent. Et peut-être rappeler que ces choix sont historiquement contingents nous permettent de redonner des espaces d'imagination démocratique sur le tirage au sort, par exemple, ou sur qu'est-ce que c'est qu'un vote majoritaire juste. Est-ce que vraiment le scrutin uninominal majoritaire de tours que la France aime tellement et partage avec la République d'Iran est le meilleur moyen de faire un choix politique? C'est pas sûr. Alors du coup, si je devais revenir aujourd'hui sur deux querelles, il y aurait, comme historien, revenir dans 100 ans, un rêve, si la planète est encore habitable, revenir dans 100 ans pour étudier une querelle. Il y a deux querelles m'intéresseraient. Il y a la querelle, évidemment la querelle climatique, sur le réchauffement climatique, et comment on peut produire des données et malgré tout avoir des réticences, des réserves, des contre-données, comment on se met en place un espace international de la critique avec des arguments de type hétérogène et qui pourtant ne se valent pas, et comment on a beaucoup de mal à établir que tel argument vaut plus que tel autre, et qu'une partie de ça, de la querelle, est entretenue par le fait qu'on peut toujours dire que tel autre argument, enfin, c'est Donald Trump disant il a beaucoup neigé l'hiver dernier, c'est la preuve qu'il n'y a pas de, il confond le temps et le climat, et personne ne le reprend. Voilà, c'est ça, enfin très peu. La difficulté de faire entendre la parole experte, la difficulté de faire entendre une parole internationale, cette querelle, j'aimerais bien l'étudier, mais il y a plein de gens qui l'étudient, et je trouve qu'elle est formidable aussi comme capacité à produire des nouvelles formes de mobilisation, des nouvelles formes de mobilisation politique, à faire exister des nouvelles formes d'engagement citoyen, et notamment dans des classes d'âge qu'on disait peu intéressées par la chose publique. Il y a une chose publique qui est intéressante. Et une autre qui m'intéresserait, c'est celle autour elles sont liées, celle autour du H1N1, H5N1, Covid-19, sur ces pandémies qui sont aussi des problèmes à la fois scientifiques et des problèmes politiques, qu'on arrive très mal à formuler dans le cadre des États-nations démocratiques, parce que ce sont des objets comme les mouvements migratoires, des objets à enjeu mondial, qui exigent une maîtrise technique très très grande, très difficile à faire passer dans des législations, et dans laquelle la parole d'expert peut toujours être contestée sur un plateau télé par un expert autoproclamé. Et je trouve que ce qui s'est passé dans certains lieux autour de la critique de l'expertise médicale dans le Covid-19 était absolument passionnant. Et ça, j'aimerais bien étudier ça, mais il y a aussi des gens qui le font très très bien, et notamment à Lausanne et à Genève. Mais il y a des gens dans l'histoire de la médecine à Genève remarquables qui font ça. Olivier Christin, merci beaucoup pour votre temps. C'est passionnant, explications à la fois sur le livre et sur les thématiques et débats qui sont en lien, en dialogue avec le livre. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de vos questions passionnantes. Merci. J'espère ne pas avoir répondu trop comme historien. Non, merci d'avoir fait aussi voyager ces controverses du passé au présent. Et je crois que vous continuez l'année prochaine à Paris à travailler sur des questions très liées. On essayera de mettre en lien vos prochains travaux et conférences. Des questions sur l'estomac, un séminaire sur l'estomac et religion, quelque chose comme ça. Merci beaucoup. Merci.